Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro des Rencontres de Port-Laf dans les locaux de Finistère-Mervent à Port-la-Forêt où ce mois-ci encore on vous entraîne dans les coulisses du nautisme et de la course au large. Cette fois encore une actualité forte autour du Vendée Globe qui nous a offert un dénouement exceptionnel qui restera dans les annales. Alors au-delà de l'engouement que suscite cette épreuve mythique, il y a aussi tous les enseignements de cette course qui fait office de véritable laboratoire pour l'évolution de la course au large. Et justement, on va parler de ces enseignements avec nos invités qui sont des passionnés de technologie, d'innovation, mais aussi de fins connaisseurs de la classe IMOCA. À mes côtés aujourd'hui, Vincent Rioux, double vainqueur de la Transat Jacques Vabre, vainqueur du Vendée Globe en 2004. Il a également accompagné 2 skippers dans cette préparation à l'édition 2020. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis à tes côtés également Gaëtan Gouérou, qui a plusieurs casquettes, qui a notamment été délégué général de la classe IMOCA pendant près de 10 ans, qui est aujourd'hui également à la tête de la société BSB Marine, qui a conceptualisé, qui a également commercialisé le logiciel Oscar, dont on va parler. C'est un petit robot qui a été embarqué sur plusieurs bateaux du Vendée Globe. On va en parler avec vous tout à l'heure. Avant cela, je vais aller rejoindre notre skipper du bateau Glace Crédit Agricole du Finistère. C'est Alain Barazer qui est avec nous encore aujourd'hui pour décrypter les temps forts de l'arrivée de cette 9e édition du Vendée Globe. Alain, on s'était quitté au 64e jour de course avec une lutte acérée pour la victoire finale. Le finish a été de toute beauté et finalement, après 80 jours de compétition, Charlie Dalin a passé la ligne en tête au sable, mais c'est Yannick Bestaven qui l'emporte au général. Bah oui Virginie, le suspense a été total jusqu'à l'arrivée. On avait laissé les coureurs au niveau de l'équateur, ils étaient encore très groupés, il y avait une dizaine de coureurs en moins de 500 000. Après le contournement des Açores, il y a 2 options qui se sont jouées sur l'arrivée. Charlie Dalin et Boris Herrmann ont choisi de raser l'Espagne en tirant un grand nombre d'empannages. Alors que l'autre partie de la flotte, Louis Burton, Yannick Bestaven et Thomas Ruyant avaient choisi de monter beaucoup plus nord et d'aller chercher une pression beaucoup plus importante pour finir. Donc jusqu'à la fin, il y avait un grand suspense là, on ne savait pas qui allait arriver en tête. Donc après, il y a eu l'histoire de Boris qui n'a pas eu de chance, qui n'a pas pu se mêler à la lutte finale parce qu'il a eu un accident avec un bateau de pêche. Mais entre les 2 options, déjà, il y avait l'arrivée en temps réel et puis après, il y a eu les heures les heures de bonification qui sont rentrées en compte. Donc du coup, en effet, Charlie Dalin a passé le premier la ligne et puis Yannick Bestaven avec sa compensation a fini 3 heures devant lui, mais il y a quand même 8 concurrents en moins de 24 heures. Ça, c'est complètement inédit. Jamais vu ça, avec un final très serré, quoi. Et qui nous a tenus en haleine, en effet, jusqu'au bout. La plupart des skippers sont arrivés, ça y est, une grande partie de la flotte est au Sable d'Olonne, mais il reste quand même 4 concurrents en course, il ne faut pas les oublier. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a eu Clément Giraud qui a passé la ligne ce matin dans la matinée. Et il nous reste 4 concurrents avec Miranda Meron qui devrait arriver demain. Manu Cousin qui suit derrière, qui, je crois avoir compris, qu'il a des problèmes de quille. Sa quille est fixe en ce moment et il ne peut plus la basculer. Et puis après, il reste encore Alexia Barrier qui, elle, apparemment a un gros problème de santé, elle a mal au dos. Et puis notre Finlandais, Harry Uzela, qui ferme la marche, il est encore à 2500 000 de l'arrivée. Voilà pour les 4 concurrents qui restent en course. Et puis n'oublions pas les 2 filles qui sont côte à côte actuellement, qui ont eu un courage extraordinaire de repartir malgré leur escale qui les a mis hors course et qui sont bord à bord et qui rentrent ensemble toutes les 2. Et oui, Samantha Davis et Isabelle Josqueux qui ont décidé de continuer malgré leur abandon et qui en effet nous donnent une belle leçon de solidarité et de persévérance. Merci beaucoup Alain, c'était vraiment un plaisir. Merci d'avoir décrypté les temps forts de ce Vendée Globe avec nous. Merci. Bon vent à toi pour ta saison et à très bientôt. Oui. Moi, je vais rejoindre nos invités. Merci Alain. Merci. Messieurs, je reviens vers vous. Vincent, je le disais dans l'introduction de cet événement, tu as remporté le Vendée Globe en 2004, mais tu as participé à 4 campagnes. Ça représente, allez, on va dire 16 années de préparation, de compétition. C'est l'histoire d'une vie, cette course pour toi. Comment tu as vécu cette édition du Vendée Globe ? Ouais, c'est vrai que moi je suis très attaché à cette course parce qu'elle est intimement attachée à mon histoire personnelle. Le Vendée Globe cette année, ça a été un Vendée Globe passionnant. Ça a été un Vendée Globe, j'ai envie de dire, un peu différent de ce qu'on a pu connaître les éditions précédentes. On était tous là à attendre de la compétition de très haut niveau avec des voiliers très rapides.
Et au final, le contexte général de l'année qui a été pas mal la préparation des concurrents a été pas mal handicapée par l'épidémie Covid, fait que il y a eu une flotte très compacte avec des gens qu'on n'attendait pas qui se sont révélés et qui ont permis de faire une course extraordinaire jusqu'à la fin, parce qu'avec beaucoup de concurrence et puis beaucoup de proximité entre les concurrents. On sent la passion à suivre ce Vendée Globe même depuis la Terre. Alors tu as fondé toi ton entreprise d'abord pour tes projets personnels, tes projets de course au large. Aujourd'hui, tu es beaucoup aussi dans la transmission. Tu as accompagné à la fois Sébastien Simon et puis Kevin Escoffier dans la préparation à ce Vendée Globe. Quel était ton rôle dans ces 2 projets respectifs ? Ouais, effectivement, sur cette campagne de Vendée Globe, donc j'avais fait le choix de ne pas repartir et du coup j'ai accompagné 2 projets, alors de manière complètement différente, parce que le projet de Sébastien Simon, c'était vraiment un projet de transmission qui voulait tourner autour de ce principe de transmission, parce que Sébastien était un jeune coureur brillant qui avait peu d'expérience au large et peu d'expérience en gros bateau. Et j'ai envie de dire, l'accompagnement du projet de Kevin Escoffier, c'était plutôt un accompagnement technique de la part de mes équipes, puisque c'est un projet qui s'est fait sur 2 ans, qui était dans la continuité du projet que j'avais pu avoir avec eux. Mais voilà, ça me faisait plaisir de les avoir à mes côtés et puis de les voir continuer à travailler sur ce joli bateau. Il y a vraiment cette expertise que tu peux apporter à quelqu'un qui aujourd'hui voudrait s'engager sur un Vendée Globe. C'est aussi ce que propose ta société. Il y a tout un savoir-faire avec une équipe qui t'entoure. Exactement. L'idée, c'était de continuer à animer l'équipe qui me suivait depuis de nombreuses années, qui avait acquis beaucoup d'expérience autour de ces bateaux et autour de ces grandes courses en solitaire, et donc de faire profiter de cette équipe à d'autres marins, à d'autres partenaires. Et c'est ce qu'on a essayé de faire de notre mieux les 2 dernières années. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir 2 super marins sur cette édition, malgré que les 2 ont été dans la difficulté, puisqu'ils n'ont pas fini la course. Mais voilà, ils nous ont tous les 2 sorti de belles prestations quand même, et c'est ce que nous on retiendra toujours. Ouais, l'histoire était très belle pour ces 2 skippers, malgré en effet ces abandons. Gaëtan, je me tourne vers toi. Alors toi, tu as fait tes premiers bords sur le bateau familial de Jean Le Cam quand même. Tu l'as aidé aussi dans sa préparation pour son tout premier Figaro. Puis après, tu t'es dirigé vers la construction navale avec la création notamment du chantier CDK avec Hubert Desjoyaux. Tu t'es aussi lancé dans l'organisation de courses comme la fameuse Transat B2B. Tu as aussi été délégué général de la classe IMOCA pendant près de 10 ans. Tu es très impliqué, tu connais très bien ces bateaux, très bien ce milieu. Comment toi tu as suivi ce Vendée Globe et qu'est-ce que tu en retiens ? Je pense que je l'ai suivi comme un peu tout le monde, avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt, parce qu'effectivement, jusqu'à la dernière minute, ou jusqu'à la dernière heure, on ne savait pas qui est-ce qui allait gagner. C'est un Vendée Globe assez fantastique, oui, c'est sûr. Alors tu es aujourd'hui à la tête de la société BSB Marine qui est basée à quelques mètres d'ici, juste en face de la capitainerie de Port-la-Forêt. Ta société a développé et commercialisé ce petit robot qu'on appelle Oscar, qui était installé en tête de mât de 18 des 33 IMOCA au départ de ce Vendée Globe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ce petit robot qu'on voit ici ? On a justement des modèles que tu nous as amenés. Alors ce petit robot, c'est en fait plusieurs caméras qu'on a regroupées dans une seule boîte, que l'on voit ici. Et cette boîte est mise en tête de mât et regarde devant le bateau. Donc l'objectif, c'est de repérer tout ce qui n'est pas de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle la vision artificielle, c'est une branche de l'intelligence artificielle. La différence avec une caméra, c'est qu'on voit l'image et qu'on détecte quelque chose, alors qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un derrière un écran pour savoir s'il y a quelque chose devant ou pas. Et avec cette possibilité aussi de détecter la nuit, quand on n'a pas de lumière, oui, d'arriver à détecter des objets à la surface de l'eau. Effectivement, on a une caméra qu'on appelle RGB, une caméra couleur, et on a 2 caméras thermiques qui, elles, voient de jour comme de nuit. Donc vraiment, l'idée, c'est de détecter les objets qui pourraient être à la surface de jour comme de nuit et devant un bateau, quoi. Ces fameux ovnis. Le F voulant dire flottant. Objet flottant non identifié dont on va évidemment reparler. Comment est née justement l'idée de créer ce logiciel ? C'est, j'imagine en partie aussi parce que justement il y avait ces problèmes d'OVNI avec les bateaux du Vendée Globe notamment. C'est un logiciel et c'est un système, parce que petit aparté, mais comme je vous le disais, c'est un système qui se monte en tête de mât. La tête de mât sur un bateau, c'est ce qui bouge le plus. Donc, il faut déjà faire un système qui tienne. Et cette idée, elle m'a été communiquée par un jeune ingénieur franco-allemand, un ingénieur automobile, qui s'appelle Raphaël Biancal.
et qui a commencé à naviguer avec son père et qui a navigué de nuit et qui s'est aperçu que les marins pouvaient naviguer de nuit sans rien voir devant. Ça l'a vraiment inquiété. Il a essayé de trouver un système, il ne l'a pas trouvé. Et du coup, il s'est dit qu'il allait peut-être le faire, d'autant qu'en parallèle, il s'apercevait que les collisions en mer, il n'y avait pas que lui qui en avait peur, il y en a qui en avaient effectivement. Il avait suivi le Vendée Globe 2016. Et en fait, en 2017, il est passé me voir et il m'a parlé d'un système qui permettait de voir devant, qui était petit, léger et qui ne consommait pas. J'ai dit, ah, là, ça va intéresser du monde. Et c'est parti comme ça. Je pense que c'est un produit qui répond à un besoin, tout simplement. Et justement, ce besoin, alors toi, tu étais en plein dedans aussi, Vincent, parce qu'on disait que tu as participé à 4 Vendée Globe, et les 2 derniers, tu as dû abandonner suite à une collision avec un objet flottant non identifié, notamment donc en 2016, ce fameux Vendée Globe 2016. Tu as vraiment suivi de très près la jeunesse de ce projet. Tu as participé à la rédaction du cahier des charges. Quelles étaient tes attentes, toi, justement, en tant que skipper ? Nous, nos attentes, c'était de limiter le risque, parce que je crois que c'est ce qui est le plus frustrant sur ces collisions avec les objets flottants non identifiés. C'est ce qu'il y a de plus frustrant pour les coureurs, parce que c'est complètement lié au hasard. Et c'est difficile de travailler tous les jours en essayant de rien laisser au hasard et de savoir que dans la compétition à laquelle on va participer, il faut accepter cette part de hasard. Et donc, du coup, l'idée, c'était de diminuer ce risque-là. Alors, moi, j'ai eu plusieurs types de collisions dans ma carrière. Ça a dû m'arriver 3 ou 4 fois. Et ça m'est arrivé à 3 reprises au moins d'avoir des collisions avec des objets flottants. Donc, quand Raphaël est arrivé avec ce système, on a tout de suite compris que dans un premier temps, ça verrait ce qui est à la surface. Mais on a tous été très enthousiastes par rapport à ça, parce que je ne sais pas, sur 5-6 collisions que j'ai pu avoir dans ma carrière, si j'aurais pu en éviter la moitié, c'est quelque chose de considérable, je crois. Et en plus, ça fait longtemps qu'on réalise que c'est un vrai problème pour les courses à la voile, parce que c'est le facteur limitant le plus important aux retombées de nos courses. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la voile fasse plus de retombées. Et à chaque fois qu'on a fait des études, on en a fait avec Gaëtan quand on était à l'IMOCA, la réponse numéro 1, c'était d'avoir plus de bateaux à l'arrivée. Et donc, du coup, je pense que tout le monde s'est fédéré autour de cette idée, de ce projet-là, parce que c'était vraiment quelque chose qui nous semblait fort pour l'évolution du sport et puis pour nos propres problématiques perso de coureurs. Alors, on disait 18 des 33 à IMOCA au départ de ce Vendée Globe ont été équipés d'Oscar. Évidemment, l'idée, c'est de récolter aussi des datas. On le disait, ce Vendée Globe, c'est une formidable source d'informations, de récolte de données. Il est évidemment très tôt pour tirer des conclusions et des enseignements. Mais qu'est-ce que tu attends, Gaëtan, des données que tu vas pouvoir récolter? En quoi elles vont permettre à Oscar d'évoluer? Quelles sont justement les évolutions maintenant que tu attends? Je vous parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure. C'est tout simplement rendre le système plus intelligent. Parce que l'intelligence artificielle, à la case départ, elle ne connaît pas grand-chose. Et à force de data, elle apprend, elle reconnaît ce qu'elle voit. Et c'est tout l'enjeu de cette démarche qu'on avait avec les skippers IMOCA. On équipe 18 bateaux, on a donc 18 enregistrements. Et maintenant, il va falloir faire des heures de travail pour dépouiller tout ça. Alors, on ne va peut-être pas refaire 18 Vendée Globe. On essaye de développer des programmes qui eux-mêmes font un peu le tri, parce que ça fait des millions d'images. Donc c'est un sujet aussi sur lequel on travaille. Et je pense que d'ici quelques mois, on aura fait progresser énormément cette intelligence, et notamment sur des mers différentes, sur des mers chaudes, sur des mers froides. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de caméra thermique, donc cette température, c'est un élément important. Et effectivement, pour avoir un système performant, il faut qu'il puisse s'adapter. Et là, pour le coup, sur un tour du monde, on voit un peu de tout. Et alors, à titre d'information, quel est le prix d'Oscar ? Alors Oscar, il a aujourd'hui le premier modèle qui s'appelle l'Oscar Advance. Il a une première définition qui est, que l'on appelle 320, et le prix est aux environs des 20 000 €. Celui qui est un peu plus précis, qui est le 640, qui équipait les bateaux du Vendée Globe, est à 30 000 €. Et on développe un nouveau produit qui est un peu tout en un. C'est-à-dire que le premier produit... Que tu nous as apporté, qui est encore en phase de développement. Qui est encore en gestation, on va dire, et qui, lui, sera aux environs des 10 000 €.
Est-ce qu'on peut imaginer, parce que j'imagine que l'idée aussi c'est d'arriver à réduire le coût et puis de pouvoir transposer ce projet, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut imaginer que des plaisanciers l'utilisent dans un futur proche? Ah bah écoutez, j'espère, c'est un tout petit peu le but, parce que le marché de la course au large est passionnant, mais peut-être pas suffisamment grand. Oui, je pense que quand on sortira le produit aux environs des 10 000 €, on peut, on peut intéresser beaucoup de monde, notamment cette vision nocturne. Je pense que c'est quelque chose qui rassure énormément de gens. Et l'un des premiers critères de confort quand on fait de la plaisance, c'est la sécurité. Et est-ce qu'on peut imaginer que ça aille même au-delà du milieu de la course au large, justement? Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est clairement l'idée, hein. Je pense que ce système aujourd'hui peut servir à plein de métiers de la mer. Et voilà, maintenant, Au-delà de la plaisance aussi. Hein. Ouais, au-delà de la plaisance, hein, des professionnels de la mer qui ont besoin de faire de la veille. Voilà, dans plein d'endroits du monde où il y a des déchets sur l'eau, où il y a des bateaux qui ne sont pas encore forcément signalés comme ils peuvent l'être en Europe. Pour moi, il y a beaucoup de développement possible pour ce système-là et beaucoup de sécurité à gagner dans plein de domaines nautiques. Alors ce Vendée Globe a également été très fortement marqué par l'avarie de Kevin Escoffier qui a été secouru par Jean Le Cam. Un sauvetage que, on imagine, Vincent, tu as suivi de très près et qui a probablement réveillé aussi de vieux souvenirs. Ouais, c'est vrai que ça a été une très très mauvaise soirée, hein, parce que je crois que dans ces histoires-là, le pire, c'est de ne pas être acteur, c'est de se retrouver spectateur sans rien pouvoir faire. Et on a su assez vite que c'était une situation pas simple à gérer, où le risque était particulièrement élevé. Et du coup, ça a été, un moment pas simple de ce Vendée Globe, qui fort heureusement s'est bien terminé, hein, parce que c'est quand même l'issue qui nous intéresse. Maintenant, c'est vrai que ça nous pose encore aujourd'hui beaucoup de questionnements, parce que quelque part, pour avoir longtemps travaillé dans les commissions techniques de la classe IMOCA, aujourd'hui, moi, ça me dérange de voir des bateaux qui se cassent en deux dans les océans australes. Je ne vous le cache pas. Et justement, j'allais y venir. Là aussi, c'est des avaries qu'on ne souhaite pas, mais qui permettent d'apprendre beaucoup de choses aussi sur la fiabilité de la structure des bateaux. Et ça va permettre de progresser, de comprendre certaines choses. Qu'est-ce qu'on arrive à savoir aujourd'hui? J'espère que ça va permettre de comprendre pas mal de choses. Bon, ce bateau-là, il n'avait jamais eu de gros soucis structurels comme celui-là. Par contre, il a des bateaux identiques à celui-là qui avaient déjà eu des soucis structurels et qui en ont re-eu sur cette course. J'espère que les ingénieurs et les designers de ces bateaux-là sauront aussi se remettre en cause, hein, parce que voilà, aujourd'hui, pour concevoir et construire des bateaux de course, il y a toute une chaîne qui existe et qui commence par des cabinets d'architectes, des bureaux d'études et clairement, je crois qu'il faut qu'ils aient une réflexion et puis après qu'il y ait une réflexion collective, peut-être sur rajouter quelques normes de construction à ces bateaux-là pour garantir une solidité, une fiabilité qui permettent au moins d'avoir des marins en sécurité. Ouais, c'est toute la difficulté à la fois d'innover, de savoir mettre le curseur au bon endroit pour avoir suffisamment de fiabilité aussi. Ça, c'est des heures et des heures de travail, des milliers de milles parcourus, beaucoup de courses aussi dans lesquelles on éprouve les bateaux autour du globe. Ces bateaux, ils ne cessent d'évoluer et évidemment, l'apparition des foils, elle appelle à une technologie, à des moyens accrus. Malgré tout, le bateau le plus âgé quand même dans cette édition date de 1998. Gaëtan, toi qui as été longtemps à diriger la classe IMOCA, justement, comment est-ce que cette classe essaie d'œuvrer pour qu'il y ait un mélange à la fois de technologie et puis de durabilité, de biens durables? Par le cadre, tout simplement. Je pense que la classe IMOCA, son premier travail, c'est de travailler sur les règles. Et ces règles, avec une jauge très précise. Oui, hein, et ces règles-là sont entre les mains des skippers, parce que finalement, des gens qui se baladent autour de la planète, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'ils sont très très bien placés pour définir où est le danger. Et effectivement, on essaye d'affiner le cadre à chaque fois, alors sans bloquer, je dirais, tout le monde, mais je pense que c'est la sécurité qui prime. Donc la première mission de la classe IMOCA, c'est d'apporter cette sécurité. Et pour aller dans ce sens-là, on partage beaucoup. Donc Vincent en parlait tout à l'heure des architectes. Je pense que la classe permet aussi aux architectes de partager entre eux. Et le malheur des uns va, j'espère, faire le bonheur des autres. Et je veux dire, à chaque fois, on progresse, et on progresse dans un cadre qu'on essaye
de ne pas révolutionner à chaque fois. Et c'est ce qui nous permet effectivement de garder les bateaux performants pendant 4 ans, 8 ans, 12 ans. Bon, après, ça devient un peu dur. On peut effectivement faire un tour du monde. Mais là, vous me parliez du bateau le plus âgé. Mais je pense que dans les 10 premiers bateaux, certains bateaux étaient à leur 4e Vendée Globe. Oui, il y a eu. C'était une des spécificités de cette édition aussi, de voir des vieux bateaux vraiment dans le match. Parce que là, je pense qu'on parle beaucoup de développement durable ou d'économie responsable, etc. Là, je trouve qu'on a une jauge responsable. On arrive à faire en sorte que les bateaux restent performants pendant 12 ans, ce qui est vraiment une belle vraiment une envie assez collective qu'on sent d'aller encore plus loin dans ce domaine et de progresser dans ce domaine du développement durable. Alors Vincent, toi tu es connu vraiment pour ta passion de la technologie, ton côté très pointu, ton expertise. C'est ce qui fait que Michel Desjoyaux avait fait appel à toi pour son Vendée Globe victorieux en 2001. Avant de te passer, il avait convaincu d'ailleurs de te passer la barre ensuite pour ta propre victoire en 2004. Quel regard toi tu portes sur les innovations de ce Vendée Globe-là et sur les enseignements qu'on peut tirer? Je crois qu'on a eu des innovations assez extraordinaires. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on a vu les premiers bateaux, on va dire volants, les premiers monocoques volants autour du monde. Maintenant, ces monocoques ne nous ont pas montré tout ce qu'ils savaient faire parce que le contexte, comme je le disais tout à l'heure, était particulier avec une préparation réduite pour tout le monde due au Covid. Mais je crois que c'est le point de départ d'une nouvelle aventure qui va se passer sur des foils, qui va être de plus en plus aérienne et qui va faire des bateaux et des régates super spectaculaires. Je crois que le Vendée Globe de cette année, il n'a pas mis en haut de la pile justement le développement technologique et avec le haut niveau et la performance. Parce que tous ces bateaux foilers ont eu une préparation raccourcie et en plus une météo assez défavorable. Mais je crois qu'il ne faut pas rêver. L'équilibre va revenir dans les prochaines épreuves et sûrement au prochain Vendée Globe. Et ces bateaux-là sont l'avenir de la voile. Et ça va être fascinant. Tout le monde le sait et ça va être fascinant. Maintenant, comme à chaque fois, quand on se lance dans une nouvelle aventure, il y a des petits ajustements à faire. Je crois que la jauge a prévu d'en faire quelques-uns et on va essayer tous de tirer les enseignements de cette édition pour faire un joli spectacle dans 4 ans. Et on sent toute l'importance de travailler ensemble pour progresser. Alors Gaëtan, tu as grandi dans de Port-la-Forêt, tu faisais partie de cette joyeuse bande de passionnés d'innovation, de voile, à qui l'on doit le surnom quand même de Vallée des Fous. Hein, tu étais dans les précurseurs. Tu as fondé le chantier CDK Composite à l'époque avec Hubert Desjoyaux. C'était dans les années 80, chantier qui est devenu CDK Technologies aujourd'hui. Quel est ton regard sur l'évolution qu'a connue le microcosme port-laforien sur les 40 dernières années? On a fait beaucoup de progrès. Donc j'étais associé avec Hubert et avec Jean Lecam, parce qu'on était 3. Écoutez, il s'est passé pas mal de choses, parce qu'effectivement, quand on a créé les chantiers CDK, les seuls chantiers existants étaient les chantiers de Carlévin. C'était un chantier d'entretien qui appartient à la famille Desjoyaux. Le premier chantier de construction, c'est en fait CDK Composite. À l'époque, je pense qu'on récupérait un peu tous les marins qui voulaient naviguer et qui voulaient construire aussi. Donc, ils construisaient l'hiver, ils naviguaient l'été. C'était encore possible. Et en quoi, j'ai peur de le dire, en 30 ans, les choses ont beaucoup changé. Enfin, il se trouve qu'effectivement, on a la chance d'avoir parmi nous des skippers avec énormément de talent, comme Vincent et d'autres. On compte plusieurs vainqueurs du Vendée Globe ici, et c'est un peu cet amalgame qui fait qu'à Port-la-Forêt, effectivement, on a pu progresser, là encore tous ensemble, entre les chantiers, entre les skippers, entre les préparateurs. On a effectivement une belle alchimie et une belle dynamique. Et alors justement, Vincent, toi tu es originaire de l'Aude-tu-Dis, mais tu as fait le choix très tôt de t'installer à Port-la-Forêt. Pourquoi cette décision? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'installer ici? C'était justement cette effervescence, ce brin de folie là qui... Cette dynamique, je crois que c'est un lieu où tous les marins du Finistère Sud se sont retrouvés et qui se prêtait bien à la course au large, qui avait un port dynamique, qui avait tout ce qu'il fallait. Donc c'est vrai que pour moi ça a été assez vite une évidence de venir travailler ici et de participer au développement de ce pôle, hein, parce que c'est un pôle de course au large dans le sens large du terme.
Voilà, de participer à cette belle aventure qui a été l'aventure de Port-la-Forêt, ça a été vite une évidence pour moi. Alors vous appartenez tous les deux au collectif Finistère Mervan. Vincent, c'est un collectif qui t'aide à avancer actuellement sur de nouveaux projets plus innovants? Ouais, moi je me suis rapproché assez récemment du collectif, mais je trouve l'idée intéressante parce qu'elle permet aux gens de se rencontrer, aux gens de se parler. Elle crée un espace de débat qui permet à tout le monde d'avancer, des fois avancer ensemble, des fois trouver de nouvelles idées. Et c'est ça qui m'a séduit et c'est ça que je trouve riche dans ce projet. Alors parallèlement, tu es ambassadeur pour les océans de WWF qui œuvre vraiment au quotidien pour freiner la dégradation de l'environnement. On parlait tout à l'heure de la volonté d'aller vers une course au large plus respectueuse de l'environnement. C'est vraiment quelque chose qui t'anime très fortement aujourd'hui? Ouais, je crois que moi, aujourd'hui, ça devient une de mes priorités. C'est-à-dire que j'ai pendant longtemps pensé 100% performance, 100% compétition et j'ai de plus en plus de mal à le faire. Alors je suis toujours passionné de compétition et de performance. C'est pas complètement antinomique. Voilà, dans l'avenir, j'aimerais bien le faire avec une vraie réflexion de fond et avec des vraies actions de fond pour rendre nos projets un peu plus éco-responsables et pour s'intégrer un petit peu dans tout le mouvement sociétal qui est lancé aujourd'hui et qui doit, parce que ça doit nous amener à être tous un peu plus responsables par rapport à notre environnement. Gaëtan, tu appartiens aussi à ce collectif. En quoi quelqu'un qui aurait aujourd'hui un projet de développement d'un nouveau produit ou service comme Oscar par exemple pourrait s'appuyer justement sur ce collectif pour développer son idée? Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter? Je crois qu'on peut trouver une expertise. D'abord, quand on se lance sur un projet comme ça, on a sa petite idée, mais on a vraiment besoin de prendre la bonne direction tout de suite. Et ça, on peut le faire avec des experts. Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vous disais que l'un des premiers experts est Jean Le Cam. Jean, qui est l'un des fondateurs de Finistère Mervan. Oui. Donc on va chercher une expertise et puis quand on a cette expertise, on a aussi la capacité d'avoir un très bon réseau. Et pour développer un produit, pour développer une société, c'est quelque chose d'indispensable. Alors si en plus ce réseau a une relation avec une banque, ça tombe plutôt bien parce qu'on en a aussi besoin. Alors n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous nous regardez, que vous avez des envies de développer des projets, d'innover dans les domaines du nautisme, de la course au large, mais aussi des sports nautiques, du tourisme, eh bien passez les portes de ce collectif Finistère Mervan ici sur le port de Port-la-Forêt. Venez toquer à la porte, vous serez évidemment reçus, on vous écoutera. Il y a vraiment une effervescence ici avec beaucoup de projets autour des problématiques de la sécurité en mer, mais aussi d'énergie et du numérique. On l'a vu dans ce Vendée Globe, c'est un véritable laboratoire pour l'innovation, l'évolution de la course au large et il y a plein de passerelles à faire, beaucoup de transferts de connaissances, de pratiques vers d'autres domaines, du nautisme, mais aussi des énergies renouvelables, du transport maritime et des milieux industriels. Et ce collectif Finistère Mervan est vraiment un collectif d'entreprises et d'acteurs du nautisme et de la course au large qui est là pour accompagner les besoins et mettre en réseau, comme tu le disais Gaëtan, les initiatives et les recherches. Merci messieurs infiniment d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci pour toutes ces informations sur les projets sur lesquels vous travaillez. Vous pouvez suivre toute l'actualité du collectif sur les réseaux sociaux et aussi sur le site web www.finistèremervan.com. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à repartager cette vidéo et puis on vous retrouvera dans un mois, on l'espère, en ouvrant les portes dès qu'on le pourra en tout cas aux professionnels et au grand public. Merci encore messieurs, à très bientôt, bye bye.